Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de la femme en robe blanche, une histoire que j'ai vécue dans l'appartement où j'ai passé les 3 années les plus étranges de ma vie et que je n'ai jamais réussi à raconter sans que ma voix se mette à trembler un peu, même aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de moi, de ma vie d'avant, celle qui existait avant que tout ça ne commence, parce que je crois que c'est important de comprendre à quel point j'étais quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de pragmatique, avant que cet appartement ne change quelque chose en moi pour toujours. J'avais 32 ans quand j'ai emménagé dans cet appartement. Je venais de me séparer de mon compagnon d'alors, après 6 ans de vie commune, et j'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit à moi, rien qu'à moi. J'ai trouvé cet appartement par une agence, un 3 pièces au deuxième étage d'un immeuble ancien, dans un quartier calme, avec des moulures au plafond et un parquet qui craquait agréablement sous les pieds, de ceux qui donnent l'impression d'habiter dans un endroit qui a une histoire. Le loyer était raisonnable pour la surface, un peu plus bas que ce à quoi je m'attendais dans ce quartier, ce qui aurait peut-être dû m'alerter, mais à l'époque, je n'y ai vu qu'une bonne affaire, la chance qu'il me fallait pour repartir sur de bonnes bases. Je me souviens précisément de la visite de l'appartement avec l'agent immobilier, un homme jovial qui insistait beaucoup sur le cachet de l'ancien, sur les moulures, sur la luminosité des pièces donnant sur rue, sans jamais s'attarder plus que nécessaire sur ce fameux couloir central, comme s'il avait, sans jamais le formuler explicitement, une certaine hâte à passer à la pièce suivante. Sur le moment, je n'y ai vu qu'un détail de visite parmi d'autres, mais avec le recul, je me suis souvent demandé s'il ne connaissait pas, lui aussi, quelque chose de l'histoire de cet appartement qu'il préférait garder pour lui, par simple souci commercial. L'appartement avait une particularité que j'ai trouvée charmante au début, un long couloir central, assez sombre, qui distribuait toutes les pièces. Ma chambre se trouvait tout au bout de ce couloir, la pièce la plus éloignée de l'entrée, avec une fenêtre donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. J'aimais cette disposition, cette sensation d'être un peu à l'écart, protégé par la distance qui me séparait de la porte d'entrée. Je n'avais pas encore compris que cette même distance allait devenir, pour moi, une source d'angoisse presque quotidienne. Les premières semaines se sont déroulées sans le moindre incident. Je passais mes soirées à déballer des cartons, à repeindre certains murs, à choisir mes meubles, avec cette énergie particulière qu'on a quand on reconstruit sa vie après une rupture. Je travaillais alors comme graphiste indépendante, ce qui me permettait souvent de travailler tard le soir, dans le silence de mon appartement, avec pour seule compagnie la lumière de mon écran et parfois une musique douce en fond sonore. C'est un soir d'octobre, je m'en souviens précisément parce que c'était un dimanche et que j'avais passé la journée à ranger mon bureau, que j'ai aperçu la silhouette pour la première fois. J'étais dans ma chambre, en train de me préparer à me coucher, quand j'ai eu ce réflexe presque animal de me retourner vers la porte, comme si quelque chose avait attiré mon attention dans mon champ de vision périphérique. Le couloir s'étendait devant moi, plongé dans la pénombre, seulement éclairé par la faible lumière qui filtrait de ma chambre. Et tout au bout, là où le couloir rejoignait l'entrée de l'appartement, j'ai vu une forme claire, immobile, qui se détachait nettement de l'obscurité environnante. Sur le moment, mon cerveau a tenté de rationaliser immédiatement ce que je voyais. Un vêtement suspendu que j'aurais oublié là. Un jeu de lumière provenant de la fenêtre de la cage d'escalier. J'ai clignoté des yeux plusieurs fois en espérant que cette forme disparaisse, se révèle être un simple effet d'optique, un manteau blanc que j'aurais accroché sans y penser. Mais la forme est restée, parfaitement immobile, et à mesure que mes yeux s'habituaient à la faible luminosité, j'ai commencé à distinguer plus de détails. C'était une silhouette de femme, ou du moins ce qui en avait toute l'apparence, une stature élancée, des épaules légèrement tombantes, vêtue d'une longue robe blanche qui semblait descendre jusqu'au sol, presque immaculée, presque lumineuse dans cette obscurité. Je ne distinguais aucun trait de visage, la pénombre du couloir empêchant toute précision à cette distance, mais j'avais l'impression très nette qu'elle me faisait face, qu'elle se tenait là, tournée vers moi, sans le moindre mouvement. Je suis resté figé un long moment, incapable de bouger, le cœur battant de plus en plus fort, jusqu'à ce que je rassemble suffisamment de courage pour allumer la lumière du couloir. Et à l'instant précis où mes doigts ont touché l'interrupteur, la silhouette a disparu. Pas progressivement, pas comme une ombre qui se dissout, mais instantanément, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai passé le reste de la nuit éveillée, assise sur mon lit, les yeux rivés sur le couloir vide et parfaitement banal sous la lumière électrique. Je me suis convaincue, à force de répétitions mentales, qu'il s'agissait d'une hallucination liée à la fatigue, à cette journée éprouvante de déménagement, peut-être même à un reste de stress accumulé depuis ma rupture. Le lendemain matin, en plein jour, le couloir m'a semblé tellement ordinaire, tellement dépourvu de tout mystère, que j'ai fini par ranger cet épisode dans la catégorie des curiosités sans importance. Mais elle est réapparue le lendemain soir, et le soir suivant, et celui d'après encore. À partir de cette semaine-là, la silhouette est devenue une présence quasi quotidienne dans ma vie,
toujours au même endroit, tout au bout du couloir, toujours immobile, toujours vêtue de cette même robe blanche qui semblait capter la moindre parcelle de lumière ambiante. Elle apparaissait généralement en fin de soirée, quand la nuit était complètement tombée, jamais avant, jamais en plein jour. Et elle disparaissait systématiquement dès que j'allumais une lumière suffisamment proche d'elle, comme si l'obscurité était la condition même de sa présence. J'ai fini par développer une sorte de routine étrange, presque malsaine, consistant à vérifier le couloir avant de me coucher chaque soir avec cette angoisse sourde de savoir si elle serait là ou non. Certains soirs, le couloir restait désespérément vide et je me surprenais presque à en ressentir un soulagement teinté d'une inquiétude différente, celle de me demander où elle avait bien pu aller, comme si son absence était en réalité plus troublante que sa présence. D'autres soirs, elle était là, fidèle à son poste silencieux, et je m'habituais avec le temps à cette coexistence étrange, sans pour autant que la peur ne s'estompe véritablement. Dans les jours qui ont suivi cette première apparition, j'ai commencé à observer mon propre comportement avec une sorte de recul presque clinique, comme si je surveillais quelqu'un d'autre. Je remarquais que je retardais systématiquement le moment de me coucher, que je trouvais toujours un prétexte pour rester encore un peu dans mon salon, la télévision allumée, avant de me résoudre à traverser ce fameux couloir pour rejoindre ma chambre. Je remarquais aussi que je pressais le pas à chaque fois que je devais m'y engager, les yeux rivés droit devant moi, évitant soigneusement de tourner la tête vers l'entrée, comme si ne pas regarder suffisait à annuler la possibilité d'une présence. Je me souviens d'avoir, un soir, tenté une expérience presque scientifique dans ma propre angoisse. J'ai posé mon téléphone sur une étagère du salon, orienté vers le couloir, en mode enregistrement vidéo, avant d'aller me coucher, espérant capturer quelque chose de tangible, quelque chose que je pourrais montrer, examiner, analyser à tête reposée le lendemain. Cette nuit-là, comme pour se jouer de moi, rien ne s'est produit. Le couloir est resté désespérément vide sur l'intégralité de l'enregistrement, comme si cette présence, quelle qu'elle soit, savait précisément quand elle était observée et refusait obstinément de se montrer dans ces conditions-là. J'ai recommencé cette expérience à plusieurs reprises avec la même absence de résultat à chaque fois. Étrangement, cet échec répété n'a fait qu'accentuer mon malaise plutôt que de le rassurer. J'aurais préféré, d'une certaine manière, capturer une preuve concrète de ce que je vivais, ne serait-ce que pour valider ma propre perception, plutôt que de me retrouver systématiquement face à des enregistrements parfaitement anodins qui semblaient presque insidieusement remettre en question ma propre santé mentale. Je n'ai parlé de cette apparition à personne pendant plusieurs mois. Je craignais qu'on me prenne pour quelqu'un de fragile psychologiquement, surtout dans le contexte de ma récente rupture. Mais un soir, ma meilleure amie est venue dîner chez moi, et alors que nous discutions dans le salon, elle s'est brusquement tue au milieu d'une phrase, le regard fixé derrière moi, en direction du couloir. Je me souviens de l'expression de son visage, ce mélange de confusion et de malaise, avant qu'elle ne me demande, d'une voix hésitante, si j'avais vu la même chose qu'elle, une forme blanche, au bout du couloir, qui avait disparu dès que je m'étais retournée pour regarder. Ce moment a été à la fois terrifiant et d'une certaine manière presque libérateur. Terrifiant parce que ça confirmait que je ne devenais pas folle, que ce que je voyais n'était pas simplement le produit de mon esprit fatigué. Libérateur parce que enfin je pouvais partager ce fardeau avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait vu, de ses propres yeux, cette même silhouette que je côtoyais en silence depuis des mois. Cette nuit-là, mon amie a insisté pour dormir chez moi, refusant catégoriquement de rentrer seule chez elle après ce qu'elle avait vu. Nous avons passé une bonne partie de la nuit à discuter, à essayer de trouver une explication rationnelle, en vain. Elle m'a suggéré de me renseigner sur l'histoire de l'immeuble, sur les anciens occupants de l'appartement, une idée à laquelle je n'avais curieusement jamais pensé jusque-là, tant j'avais essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'une bizarrerie passagère. Les jours suivants, j'ai entrepris des recherches. Je suis allée aux archives municipales, j'ai consulté d'anciens registres, j'ai même fini par sonner chez plusieurs voisins de longue date, prétextant vouloir en savoir plus sur l'histoire du quartier. C'est une voisine âgée, habitant l'immeuble depuis plus de 40 ans, qui m'a donné les premiers éléments de réponse avec une certaine réticence dans la voix, comme si elle abordait un sujet qu'elle préférait généralement éviter. Selon elle, l'appartement que j'occupais avait été habité plusieurs décennies auparavant par une femme veuve, relativement jeune, qui vivait seule après le décès prématuré de son mari. Cette femme avait la réputation dans le quartier d'être quelqu'un de discret, presque effacé, qu'on croisait rarement, et qui avait fini par développer, selon les mots de ma voisine, des habitudes étranges dans les derniers temps de sa vie. Elle portait apparemment presque exclusivement des robes de couleur claire, blanche ou ivoire, en toute saison, ce qui avait fini par intriguer, puis inquiéter certains habitants de l'immeuble. Ma voisine m'a raconté avec beaucoup d'hésitation que cette femme avait fini par mourir dans cet appartement, seule, dans des circonstances que personne n'avait jamais vraiment éclaircies publiquement.
On avait retrouvé son corps plusieurs jours après son décès, ce qui, dans un immeuble aussi habité que le nôtre, disait quelque chose de sa solitude extrême à la fin de sa vie. Certains disaient qu'elle était morte de chagrin, incapable de survivre au deuil de son mari. D'autres, plus anciens encore dans le quartier, évoquaient une version différente, plus sombre, qu'on chuchotait plutôt qu'on ne racontait ouvertement, celle d'un suicide, dont les détails précis n'avaient jamais été confirmés ni infirmés officiellement. Ma voisine m'a également confié un détail qui, sur le moment, m'a semblé anecdotique, mais qui allait prendre tout son sens dans les mois suivants. Elle m'a raconté que, du vivant de cette femme, les autres habitants de l'immeuble évitaient soigneusement de croiser son regard dans la cage d'escalier, non pas par méchanceté ou par mépris, mais parce que quelque chose dans son attitude mettait mal à l'aise, une forme de tristesse si dense qu'elle semblait presque contagieuse au simple contact visuel. Certains disaient qu'elle passait des heures, le soir, debout près de la fenêtre de son salon, à regarder dehors sans bouger, dans une immobilité qui rappelait étrangement celle que j'observais moi-même chaque soir dans mon couloir. Je me souviens d'être restée un long moment silencieuse après cette confidence, assise sur le canapé de ma voisine, une tasse de thé refroidissant entre les mains, incapable de formuler la moindre question, tant l'information venait de bouleverser l'image que je m'étais construite de mon propre appartement. Cette femme dont on me parlait n'était plus une abstraction, une simple silhouette blanche au bout d'un couloir, elle devenait pour la première fois quelqu'un qui avait réellement existé, qui avait ri, pleuré, espéré, entre ces mêmes murs que j'habitais désormais, avant que sa vie ne s'achève dans des circonstances que personne, apparemment, n'avait jamais voulu élucider complètement. J'ai poussé mes recherches plus loin dans les semaines suivantes, consultant les archives de la presse locale de l'époque, à la recherche d'un éventuel article relatant sa mort. J'ai fini par en trouver un, très bref, un simple entrefilet dans la rubrique des faits divers qui mentionnait la découverte du corps d'une femme dans un appartement de l'immeuble, sans donner de détails supplémentaires sur les circonstances exactes, se contentant d'évoquer une mort survenue dans des circonstances naturelles, une formulation suffisamment vague pour laisser planer le doute sur ce qu'elle recouvrait réellement. Aucun nom n'était mentionné, comme c'était souvent l'usage à cette époque pour ce genre d'article, ce qui rendait mes recherches d'autant plus frustrantes. J'avais désormais une histoire, une silhouette, une robe blanche, un couloir, mais je n'avais toujours pas de nom à mettre sur cette présence qui partageait mon quotidien. Cette information, je dois vous l'avouer, m'a glacé le sang bien plus que n'importe laquelle des apparitions que j'avais pu vivre jusque-là, parce qu'elle donnait soudain un sens terrible à ce que je voyais chaque soir. Cette silhouette immobile, cette robe blanche, cette présence qui semblait attendre quelque chose, tout au bout de ce même couloir où peut-être cette femme avait vécu ses derniers instants dans une solitude que personne n'avait su ou voulu voir. À partir de ce moment, ma perception de l'appartement a radicalement changé. Ce qui n'était jusque-là qu'une bizarrerie inexpliquée, presque abstraite, prenait maintenant la forme concrète d'une tragédie humaine, celle d'une femme qui semblait ne pas avoir trouvé le repos, même dans la mort. J'ai commencé à ressentir, en plus de la peur habituelle, une sorte de compassion étrange pour cette présence, un mélange de sentiments contradictoires que je n'arrivais pas vraiment à démêler. Les apparitions, cependant, ne se sont pas calmées avec cette révélation. Au contraire, dans les semaines qui ont suivi mes recherches, elles se sont même intensifiées, comme si le fait que je connaisse désormais son histoire avait changé quelque chose dans notre relation silencieuse. La silhouette n'apparaissait plus seulement tout au bout du couloir. Certains soirs, je la retrouvais plus proche, à mi-distance entre l'entrée et ma chambre, toujours immobile, toujours silencieuse, mais indéniablement plus près de moi qu'auparavant. Je me souviens d'une nuit en particulier où, réveillée par un bruit que je n'ai jamais réussi à identifier précisément, quelque chose entre un frottement de tissu et un très léger soupir, je me suis assise dans mon lit et j'ai vu la silhouette se tenir non plus au bout du couloir, mais directement dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Mon corps entier s'est figé, incapable du moindre mouvement, tandis que cette forme blanche restait immobile dans l'obscurité, sa présence emplissant toute l'embrasure de la porte. J'ai essayé, dans les jours qui ont suivi cette nuit-là, de comprendre pourquoi elle avait choisi précisément ce moment pour se rapprocher autant de moi, alors que jusque-là, elle avait toujours maintenu une distance respectueuse, cantonnée à l'extrémité du couloir. Je me suis demandé si le bruit qui m'avait réveillé, ce frottement de tissu presque imperceptible, n'était pas en réalité un signal, une manière pour elle de m'avertir de sa présence avant de s'approcher, comme on frapperait discrètement à une porte avant d'entrer dans une pièce qui ne nous appartient pas tout à fait. Cette pensée, aussi étrange soit-elle, m'a presque apaisée par la suite en donnant à cette intrusion nocturne une forme de politesse macabre, une considération que je n'aurais jamais imaginé attribuer à une apparition de ce genre. Je ne saurais pas dire combien de temps ça a duré, tant la peur déforme la perception du temps dans ces moments-là.
Ce dont je me souviens avec certitude, c'est de cette sensation de froid intense qui a soudainement envahi ma chambre, un froid qui n'avait rien à voir avec la température habituelle de la pièce, un froid qui semblait irradier directement de cette silhouette immobile. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle s'est simplement évanouie, comme absorbée par l'obscurité environnante. Dans les semaines qui ont suivi cet épisode de la porte de ma chambre, j'ai remarqué que la présence semblait également se manifester différemment, comme si elle cherchait, à sa manière silencieuse, à établir une forme de communication avec moi. Un matin, en me levant, j'ai retrouvé la porte de mon armoire grande ouverte, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée la veille au soir, avec, posée bien en évidence sur l'étagère du haut, une écharpe blanche que je ne me souvenais absolument pas posséder. Je l'ai examinée longuement, cherchant une explication logique. Peut-être un vêtement oublié par l'ancienne locataire, glissé derrière une pile d'autres affaires et que j'aurais simplement fini par découvrir en rangeant. Mais le tissu semblait ancien, d'une texture que je n'associais à aucune des matières modernes que je connaissais, presque soyeux, mais étrangement froid au toucher, comme s'il n'avait jamais été exposé à la chaleur d'un corps humain. J'ai gardé cette écharpe plusieurs jours, incapable de me résoudre à la jeter, mais tout aussi incapable de la toucher sans ressentir un profond malaise. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut avec la certitude absolue, presque physique, que quelqu'un se tenait juste à côté de mon lit. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité et j'ai vu, très distinctement cette fois, la silhouette debout à quelques centimètres à peine de moi, si proche que j'aurais pu, en théorie, tendre le bras et la toucher. Je suis restée pétrifiée, sans oser esquisser le moindre geste, tandis qu'elle restait là, immobile, cette même robe blanche presque lumineuse dans le noir complet de ma chambre. Puis, lentement, sa main s'est levée, comme pour désigner l'armoire où reposait l'écharpe, avant qu'elle ne disparaisse aussi soudainement qu'elle était apparue. Le lendemain matin, j'ai fini par comprendre, ou du moins par me convaincre, que cette écharpe avait dû lui appartenir de son vivant et que sa présence insistante autour de cet objet n'était peut-être rien d'autre qu'une tentative désespérée de récupérer quelque chose qui comptait pour elle, un ultime lien matériel avec la vie qu'elle avait menée dans ses murs. J'ai pris la décision ce jour-là de déposer l'écharpe bien en évidence sur la petite console de l'entrée, juste à l'endroit précis où la silhouette avait pour habitude d'apparaître chaque soir, comme une offrande silencieuse, un geste que je ne savais pas expliquer rationnellement, mais qui me semblait, sur l'instant, être la chose juste à faire. Le lendemain, épuisé par cette nuit sans sommeil, j'ai sérieusement envisagé de déménager. Mais quelque chose me retenait, une sorte de curiosité mêlée à cette compassion étrange dont je vous parlais, l'impression confuse que cette femme, quelle qu'elle soit vraiment, n'était pas là pour me nuire, mais plutôt pour exprimer quelque chose qu'elle n'avait jamais pu exprimer de son vivant. J'ai décidé, contre l'avis de presque tous mes proches, de rester dans cet appartement, mais de changer ma manière d'y vivre. J'ai commencé à laisser une petite lumière allumée en permanence dans le couloir, pensant naïvement que cela suffirait peut-être à apaiser cette présence, ou du moins à la maintenir à distance. Pendant quelques semaines, cette stratégie a semblé fonctionner. Les apparitions se sont espacées, devenant moins fréquentes, presque comme si la lumière permanente dérangeait suffisamment cette présence pour la maintenir éloignée. Mais un soir d'hiver, alors que je pensais avoir enfin trouvé un équilibre acceptable avec cette cohabitation silencieuse, une coupure de courant a plongé tout mon quartier dans l'obscurité totale pendant plusieurs heures. Je me souviens de la panique immédiate qui m'a envahi, bien plus intense que n'importe quelle peur ordinaire liée à une simple panne d'électricité. J'ai allumé des bougies, plusieurs, disposées un peu partout dans l'appartement, en essayant désespérément de recréer artificiellement cette lumière protectrice dont j'avais pris l'habitude. C'est à la lueur de ces bougies, précisément, que j'ai vécu l'expérience la plus intense de toute cette histoire. J'étais assise dans mon salon, incapable de travailler ou de me distraire d'une quelconque façon, guettant sans cesse le couloir plongé dans une pénombre tremblotante à cause des flammes vacillantes. Et c'est là, dans cette lumière instable et dansante, que je l'ai vu s'avancer réellement pour la première fois, un mouvement lent, presque flottant, comme si ses pieds ne touchaient jamais complètement le sol. Elle a parcouru une bonne partie du couloir avant de s'arrêter, à peu près à mi-chemin entre l'entrée et l'endroit où j'étais assise. J'ai enfin pu distinguer dans cette lumière particulière des bougies quelques détails supplémentaires de son apparence, de longs cheveux sombres, détachés, encadrant un visage que je ne parvenais toujours pas à voir clairement, comme si une brume légère embrouillait systématiquement les traits, quelle que soit la qualité de la lumière ambiante. Sa robe, en revanche, était d'une blancheur presque irréelle, presque phosphorescente, contrastant violemment avec l'obscurité qui l'entourait. J'ai senti à ce moment précis une émotion que je n'avais encore jamais ressentie face à elle. Non plus seulement de la terreur pure, mais une forme de tristesse profonde, presque contagieuse, comme si cette présence dégageait littéralement sa propre détresse, et que cette détresse s'infiltrait directement dans mes propres émotions. J'ai eu les larmes aux yeux, sans même comprendre pourquoi exactement.
submergée par un sentiment de solitude et d'abandon qui ne m'appartenait pas vraiment, mais que je ressentais comme si c'était le mien. Je me souviens d'avoir remarqué aussi que l'écharpe blanche que j'avais déposée sur la console de l'entrée avait disparu. Je l'ai cherchée du regard dans la faible lumière des bougies sans jamais la retrouver, ni ce soir-là, ni les jours suivants, comme si elle avait été récupérée par quelqu'un ou quelque chose qui en avait enfin besoin. J'ai rassemblé tout mon courage ce soir-là et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Je lui ai parlé. À voix haute, dans le silence de mon appartement éclairé aux bougies, je lui ai dit que je connaissais son histoire, que je savais qu'elle avait souffert, qu'elle n'avait pas mérité de finir ainsi, seule, oubliée pendant plusieurs jours dans cet appartement où elle avait probablement espéré autrefois refaire sa vie après son deuil. Je ne saurais pas vous expliquer scientifiquement ce qui s'est passé ensuite, et je ne prétends pas non plus détenir une quelconque vérité absolue sur la nature de ce genre de phénomène. Mais j'ai eu l'impression très nette, presque physique, que quelque chose s'est apaisé dans l'atmosphère de l'appartement à l'instant précis où j'ai prononcé ces mots. La silhouette est restée immobile encore un long moment, comme si elle m'écoutait véritablement, avant de se dissoudre lentement, progressivement cette fois, contrairement à toutes ces disparitions précédentes qui avaient toujours été instantanées. Les semaines qui ont suivi cette soirée particulière, les apparitions ont considérablement diminué en fréquence. Elles continuaient à se montrer, occasionnellement, toujours tout au bout du couloir, mais avec une intensité bien moindre, une présence plus fugace, plus discrète, comme si quelque chose s'était réellement résolu, au moins en partie, cette nuit-là où je lui avais parlé. Ma meilleure amie, celle qui avait aperçu la silhouette ce fameux soir de dîner, est revenue plusieurs fois chez moi dans les mois qui ont suivi cette soirée aux bougies. Elle m'a confié qu'elle ne ressentait plus, en entrant dans l'appartement, cette même sensation d'oppression qui l'avait tant marquée la première fois. Elle disait percevoir à la place quelque chose de plus doux, presque mélancolique, comme on ressent parfois en visitant la chambre restée intacte d'un proche disparu depuis longtemps. Je n'ai jamais su si c'était réellement un changement objectif de l'atmosphère du lieu ou simplement le fait que nous savions désormais toutes les deux à qui ou à quoi nous avions affaire, ce qui rendait la présence moins effrayante par la seule vertu de la connaissance. J'ai aussi pris l'habitude, durant cette période, de parler régulièrement à voix haute dans l'appartement, le soir, sans nécessairement voir la silhouette apparaître en retour. Je lui racontais ma journée, mes petits tracas, mes joies aussi, comme on le ferait avec une colocataire discrète qui ne répondrait jamais, mais dont on sentirait malgré tout l'écoute silencieuse. Je sais à quel point cela peut sembler étrange, raconter ainsi, à la lueur d'une bougie, mais cette habitude m'a paradoxalement apporté un grand réconfort durant cette période de ma vie où je me reconstruisais après ma rupture, comme si cette présence, davantage qu'une menace, était devenue une sorte de témoin silencieux de mon propre chemin de guérison. Il y a eu, malgré tout, quelques rares soirs où l'ancienne intensité est revenue, sans que je sache jamais précisément ce qui la déclenchait. Un soir d'anniversaire de mon ex-compagnon, dont j'ignore encore aujourd'hui pourquoi cette date semblait avoir une résonance particulière dans l'appartement. La silhouette est apparue avec une netteté que je n'avais plus connue depuis des mois, immobile au bout du couloir, dans une posture qui m'a semblé, cette fois, presque protectrice plutôt que menaçante, comme si elle veillait sur moi durant une soirée qu'elle savait émotionnellement difficile. Ces épisodes ponctuels, loin de me terrifier comme au début, ont fini par renforcer cette relation étrange et silencieuse que nous entretenions toutes les deux, chacune à notre manière, dans cet appartement qui avait fini par devenir, à mes yeux, bien plus qu'un simple lieu de vie. J'ai continué à vivre dans cet appartement encore près de 2 ans après cet épisode. J'ai fini par accepter cette cohabitation particulière en apprenant à distinguer les soirs où sa présence se manifestait de ceux où elle restait invisible, sans que cette alternance ne m'effraie plus véritablement comme au tout début. J'ai même fini par ressentir avec le temps une forme d'affection étrange pour cette présence silencieuse, comme on peut ressentir de la tendresse pour un fantôme du passé qui continue, malgré tout, d'habiter les lieux qu'on partage désormais avec lui. Quand j'ai finalement quitté cet appartement, ce n'était pas à cause d'elle, mais simplement parce que ma situation professionnelle avait évolué, m'obligeant à déménager dans une autre ville pour un nouveau contrat. Le jour de mon départ, j'ai pris le temps, avant de rendre les clés, de retourner une dernière fois dans ce couloir désormais vidé de tous mes meubles, et je lui ai adressé à voix haute quelques mots d'adieu, la remerciant d'une certaine manière de m'avoir accompagnée à sa façon pendant ces 3 années particulières de ma vie. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette présence depuis mon départ. Je n'ai jamais eu de contact direct avec les nouveaux occupants de l'appartement et je n'ai jamais cherché non plus à savoir s'ils avaient, eux aussi, aperçu cette femme en robe blanche tout au bout de leur couloir, les soirs où l'obscurité s'installait suffisamment pour lui permettre, peut-être, de continuer à exister à sa manière entre nos deux mondes. Quelques années plus tard, alors que je m'étais installée dans ma nouvelle vie, dans cette nouvelle ville où mon travail m'avait conduite, j'ai repensé à cette histoire d'une manière différente.
J'ai réalisé avec le recul que cette période de cohabitation silencieuse avait coïncidé exactement avec ma propre traversée du deuil de ma relation passée, avec cette solitude que j'avais dû moi-même apprivoiser, seule dans un appartement neuf, en pleine reconstruction de mon identité après une rupture. Je me suis souvent demandé si cette femme n'avait pas, d'une certaine manière, perçu en moi un écho de sa propre détresse passée, une résonance suffisante pour la pousser à se manifester comme deux solitudes qui se seraient reconnues à travers les décennies qui les séparaient. Je n'ai jamais cherché à obtenir de réponse définitive à cette question, et je crois, aujourd'hui encore, qu'il n'existe probablement pas de réponse unique et rationnelle à ce genre d'expérience. J'ai simplement choisi de garder le souvenir de cette femme en robe blanche comme celui d'une présence qui, malgré la terreur qu'elle a pu m'inspirer au tout début, ne m'a jamais réellement voulu de mal. J'ai fini par comprendre que la peur, dans cette histoire, venait davantage de l'inconnu, de l'incompréhension initiale face à un phénomène qui dépassait totalement mon cadre de pensée habituel, que d'une réelle malveillance de sa part. Il m'arrive encore, occasionnellement, de repenser à cet appartement quand je me retrouve moi-même seule le soir, dans un couloir un peu trop sombre, dans un silence un peu trop dense. Je ne saurais dire si j'espère au fond de moi revivre un jour ce genre d'expérience ou si au contraire je redoute qu'elle se reproduise ailleurs, dans un lieu où je ne connaîtrai pas, cette fois, l'histoire qui se cache derrière l'apparition. Ce que je sais en revanche, c'est que cette expérience a durablement changé mon regard sur ce qui nous entoure, sur ces lieux chargés d'une histoire que nous ignorons souvent totalement en y emménageant, et sur cette fine frontière qui sépare parfois le monde des vivants de celui de ceux qui n'ont pas su, ou pas pu, trouver la paix avant de le quitter. Ce que je retiens surtout de toute cette expérience, c'est qu'on imagine souvent les phénomènes paranormaux comme des menaces à combattre ou à fuir, mais que parfois, derrière une apparition qui glace le sang, se cache simplement une histoire humaine qui n'a jamais trouvé sa résolution, une détresse qui continue de chercher à travers le temps, quelqu'un capable de la reconnaître, ne serait-ce qu'un instant, avant de pouvoir enfin, peut-être, trouver un peu de paix. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir et merci à vous tous de faire vivre cette communauté autour de la chaîne à la lueur de la bougie. Prenez soin de vous, laissez toujours une petite lumière allumée quelque part dans votre couloir et rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.